Bonjour à toutes et à tous. Les mythes sont des représentations collectives imagées, si ancrées dans l'univers mental des sociétés. En tant que récit fondateur, le mythe énonce dans un langage imagé les structures mentales d'un peuple quant à ses dieux, quant à l'origine de certains faits troublants dans le monde, comme la vie et la mort, et quant au rapport de l'homme avec le sacré. Qu'il soit cosmogonique, expliquant la création et la structure du monde, ou bien étiologique et de fondation, justifiant un ordre de choses en le projetant dans le passé. Origine de la mort, installation d'une dynastie, inégalité des castes, fondation d'un village. Le mythe se présente comme situé au début d'une histoire dont il justifierait les traditions. Il revêt lui-même un caractère sérieux et sacré en ce qu'il renvoie à quelque chose qui dépasse l'être humain. Il transforme en un acte précis, initial et limité dans le temps, une réalité physique ou morale permanente, en la rattachant à son institution surnaturelle, et de ce fait rapproche la destinée immédiate de chaque homme d'un passé primitif. L'histoire se vit comme intégrée dans l'ordre du mythe, qui transpose la réalité sur le plan métaphysique. En tant que forme de révélation suscitant une croyance ferme, il est parole chargée de puissance expliquant l'ordre existant, parfois de manière ésotérique, et fournissant les bases de comportements moraux et rituels. On le récite par fragments lors des fêtes, on l'apprend lors des initiations. Il circule de génération en génération en se modifiant dans les détails et dégénère parfois en fable ou en légende. Il s'agit donc, même si elle est morcelée, allusive, dispersée en divers récits, d'une charte pragmatique, justificatrice et normalisatrice, qui porte en latence, selon Lévi-Strauss, un système de classification, qui indique en filigrane l'inconscient d'un peuple et qui énonce en symbole le sens de questions primordiales. Comment s'est constituée une société? Quel sens revêt telle institution? Pourquoi tel interdit? À quoi correspond telle prérogative dans une hiérarchie? D'où le pouvoir tient-il sa légitimité? D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Pour approcher ces problématiques, plusieurs disciplines en sciences humaines s'intéressent à l'étude des mythes, dont l'anthropologie comme l'analyse structurale. Lorsqu'il propose dans ses mythologiques une analyse structurale de plusieurs centaines de mythes, Lévi-Strauss les voit moins comme reflets de culture et de relations sociales que comme des modes de pensée. Étant donné que la pensée mythique s'attache à trouver des solutions imaginaires à des contradictions réelles et insolubles, et que, pour ce faire, les mythes transmettent le même message à l'aide de plusieurs codes, culinaires, acoustiques, cosmologiques, qu'ils se diversifient généralement en variantes jusqu'à épuisement des possibilités logiques de médiation des oppositions. Il est possible de lire, au-delà des images, les concepts et les oppositions. Considéré comme un métalangage, le mythe est découpé en unités constitutives d'événements successifs ou mythèmes, qui sont eux-mêmes empiriquement classés pour mettre en évidence les paquets de relations et pour rechercher les oppositions pertinentes constitutives de la structure du mythe. Il s'agit ensuite d'étudier les variantes et les mythes similaires dans d'autres cultures, le principe étant que les mythes sont à eux seuls intelligibles, qu'ils s'éclairent et s'expliquent les uns les autres. Leur sens est en fonction de la position qu'ils occupent par rapport à d'autres mythes. On étudiera les phénomènes de redondance, répétition des mêmes séquences, la structure feuilletée du mythe, ensemble des versions pouvant se superposer, la constitution des groupes de transformation, écart différentiel, inversion, la loi, relation canonique des groupes de transformation.
Du mythe d'Œdipe se dégage comme idée essentielle l'opposition entre l'origine chthonienne de l'homme, série nature, et son origine familiale, série culture, les deux éléments étant traités sous leurs pôles positifs et négatifs. L'homme a les infirmités qu'on a sur la terre, mais peut aussi s'affronter à des puissances surhumaines. La parenté est à la fois distendue par le meurtre du père et trop étroite dans l'inceste. Le motif de l'inceste a été l'objet d'études dans la lecture de Freud dont on a signalé des limites. En effet, la lecture de Freud se cantonne tout d'abord à une seule version de l'histoire, celle de Sophocle, ignorant qu'un mythe se définit justement par le réseau de ses variantes. Elle s'impose ensuite comme le fondement même du mythe dont elle croit résoudre la vérité profonde. Des historiens comme Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet récusent l'interprétation freudienne en objectant que le héros du mythe grec n'a pas le moindre complexe d'Œdipe. En se défendant contre un inconnu qu'il a frappé le premier, il tue un père envers lequel il n'a aucune animosité. En épousant Jocaste pour accéder au trône, il conclut, sur la suggestion de Créon, une union qu'il n'a nullement convoitée. Le mythe d'Œdipe est ainsi placé au cœur d'une polémique entre exégètes dont il est intéressant de confronter les interprétations. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss a fait remarquer que l'analyse de Freud n'est au fond qu'une interprétation supplémentaire, voire une version du mythe, qui n'a de particulier que sa date d'apparition tardive. La première tâche que s'efforce de faire Claude Lévi-Strauss est de réunir toutes les versions de l'histoire d'Œdipe en rassemblant tous les événements permettant au fil des générations d'une même lignée de dégager la structure du mythe. Plusieurs composantes du récit interviennent ici, notamment celui de la fondation de Thèbes en amont de la légende d'Œdipe et celui du massacre d'Étéocle et Polynice en aval de la tragédie de Sophocle. À ce niveau apparaît une analogie. Les deux premières colonnes, l'inceste au meurtre, la surestimation à la sous-estimation des liens familiaux. Les deux suivantes nient ou affirment l'autochtonie de l'homme. Le mythe d'Œdipe traduit ainsi aux yeux de l'ethnologue la difficulté pour une société qui affirme l'autochtonie de ses habitants à admettre que l'homme naît d'une union sexuelle. Si l'on entre dans cette logique, l'interprétation freudienne est qu'une variation de plus sur une structure dont on a dégagé la permanence. Le problème de fond reste de comprendre comment un peut naître de deux, comment il se fait que nous ayons, en plus d'un père ou d'une mère, un autre géniteur avec lequel il n'est pas si facile de composer. Un regard sur les mythologies américaines permet à Claude Lévi-Strauss de montrer le rapport que la conscience primitive établit entre l'autochtonie, le surgissement spontané d'un homme hors du sol, et la claudication. Il est fréquent que les hommes nés de la terre soient représentés, au moment de l'émergence, comme encore incapables de marcher. La lecture proposée par Lévi-Strauss a un double intérêt. Elle dégage une loi structurelle qui évite de choisir arbitrairement entre les versions d'un mythe, laquelle est la meilleure. Lévi-Strauss les prend toutes en compte. En outre, il explique pourquoi les mythes sont si souvent construits de manière répétitive, car la fonction de la répétition est de faire apparaître la structure du mythe qui en est en même temps la clef. À ce titre, la pensée mythique ne paraît pas moins rigoureuse que la pensée positive. Sous le hasard apparent du récit, perce une résolution de la contradiction qui n'est ni simpliste ni hâtive. Ainsi s'explique que différentes civilisations aient pu élaborer un même mythe, témoignage irréfutable de la nécessité du modèle proposé.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.